commencer notre avant-goût de cette division en parlant de l'équipe de Mathieu Bergeron, les Falcons d'Atlanta. Oui, on a eu quelques départs notables des vétérans chez les Falcons d'Atlanta. Grady Jarrett, le plaqueur, Matthew Judon, le secondaire, et Justin Simmons, le maraudeur. Écoute, Matthew Judon n'était pas là potentiellement au bout du rouleau. Didier, Grady Jarrett, il n'est commencé à ralentir aussi. Bref, ce ne sont pas des départs. Je pense pas que c'est de grosses pertes là, du niveau des Falcons. Ouais, ben dans le cas de Grady Jarrett, ça faisait longtemps là, qu'il était là. Hein. Jarrett avait été un choix de troisième ronde de l'Université Clemson. Et depuis qu'on l'a repêché, ben, il avait été un pilier de l'unité défensive des Falcons d'Atlanta. Ça, c'est un joueur qui avait connu tout un match. Lors de la défaite des Falcons au Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, je me souviens, là, Grady Jarrett était constamment dans le champ arrière. Il a été tout un joueur pour l'organisation des Falcons. Mais là, bon, il est rendu en fin de carrière. Il va poursuivre sa carrière avec les Bears de Chicago. Dans le cas de Matthew Judon et de Justin Simmons, souviens-toi, là, c'était à pareille date, c'était durant l'été que les Falcons avaient mis sous contrat ces deux vétérans. Puis là, les gens se disent, ah ben, les Falcons ont réglé leurs problèmes en défense. Ils viennent d'aller chercher un chasseur de cas en Matthew Judon. Ils vont terminer au premier rang de la section. Moi, j'étais très pessimiste face à ça, parce que si les Patriots de Nouvelle-Angleterre étaient prêts à se départir de Matt Judon, il y avait une raison à ça. Hein? Et Matt Judon, qui est toujours sans emploi, à moins que je me trompe, il n'a pas signé de contrat avec une nouvelle formation. Il y a même des rumeurs qui disent peut-être que les Patriots pourraient le rapatrier. On verra si ça va être le cas. Et dans le cas de Justin Simmons, il a connu ses meilleures années alors qu'il portait les couleurs des Falcons et des Broncos de Denver. Mais lui aussi, il était en perte de vitesse. Alors, on a amené du 109 du côté de la défense des Falcons d'Atlanta, de jeunes joueurs prometteurs. On va voir si ça va rapporter. On va avoir l'occasion justement un peu plus tard de parler du repêchage des Falcons d'Atlanta et des nouveaux joueurs qu'on a amenés. Mais comme on l'a dit, Marc-André, c'est l'équipe de Mathieu Bergeron pour nous. Pour certains, les Falcons d'Atlanta sont maintenant l'équipe de Michael Penix, mais on a un Québécois qui est partant au sein de la ligne à attaque des Falcons d'Atlanta. Alors, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Mathieu Bergeron. On a publié l'entrevue, notre entretien au complet lors de notre épisode régulier du podcast Sac du Corps. Alors, je vous invite à écouter notre épisode où on parle naturellement des Alouettes de Montréal. Si vous voulez entendre au complet mon entretien avec Mathieu Bergeron, mais écoutons ce qu'il avait à dire notamment au propos de son carrière partant Michael Penix et du demi à l'attaque étoile Bijan Robinson. Oui, définitivement. Écoute, la saison morte a été occupée du côté des Falcons. Puis là, à quoi tu t'attends de la part de Michael Penix? Il a été en mesure de démontrer de belles choses l'année dernière. Tu le côtoies régulièrement, bien sûr. Tu es en charge de devoir le protéger. À quoi tu t'attends de la part de Michael Penix lors de sa deuxième année? Tu sais, je pense que tous les joueurs font. Si tous les joueurs euh, prennent le off-season au sérieux, je pense que c'est là que tu vois qu'il va y avoir un step dans leur jeu. Donc, je m'attends à ça avec Michael, que la première année, la deuxième année, si je regarde moi mon propre film, c'est là que j'ai eu le plus gros step de ma carrière. C'est là qu'on a vu les améliorations. Donc, je pense pour Michael, ça va être la même chose. Puis je sais que Michael a la tête à la bonne place. Puis je sais aussi que il est ici à s'entraîner aussi à Atlanta. Il pourrait être un peu partout, faire la star ou faire plein d'événements, mais ici, il s'entraîne. Puis il est vraiment focus. Donc, je pense qu'il va avoir une très belle année. Puis comme je te dis, on cogne sur du bois pour qu'il reste en santé puis qu'on réussisse à aller aux séries. Là. Il faut que je te pose une question sur Bijan Robinson parce que c'est tellement un joueur populaire. Je sais qu'il y a plusieurs gens qui regardent le podcast ou qui écoutent le podcast, qui sont des fans de Bijan Robinson. Puis c'est un joueur très populaire en vue de la prochaine saison. En termes de fantasy football aussi, il est classé numéro 1 sur la majorité des sites. Mais encore une fois, toi qui le côtoies, qu'est-ce que tu peux nous dire de Bijan Robinson? C'est que tu vois que nous, on voit pas. Tu viens de nous parler de l'éthique de travail de Michael Penix. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de la part de votre porteur de ballon étoile? C'est une personne extraordinaire. Je pense que si, tu sais, quand les gens parlent de Bijan, ils parlent de son talent, ils parlent de ce qu'il fait sur le terrain, mais les gens parlent pas assez de ce qu'il fait à l'extérieur du terrain. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais, que je veux dire, c'est que Bijan, c'est une personne extraordinaire que peu importe t'es où sur le depth chart, peu importe t'es quelle personne dans l'équipe, ton rôle dans l'équipe,
Bijan, il traite tout le monde avec du respect. Puis je pense que c'est pour ça que Bijan a le respect de tout le monde à Atlanta. Pas non seulement les joueurs, mais je te parle de tout le monde dans la ville. Tout le monde apprécie Bijan, puis il redonne beaucoup à la communauté. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut highlight de Bijan. Que, oui, c'est un joueur extraordinaire. C'est un des meilleurs joueurs de football que j'ai jamais vu de ma vie en live. Mais c'est une personne aussi très extraordinaire. Alors, encore une fois, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller écouter l'entrevue au complet que j'ai eue avec Mathieu Bergeron. Vous pouvez la retrouver dans l'épisode qui a été mis en ligne plus tôt cette semaine, de l'épisode régulier du podcast Le Sac du Car. Alors, Marc-André, de bons mots de la part de Mathieu Bergeron à propos de Michael Penix, notamment de son éthique de travail. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque tu mises sur un jeune joueur, il se doit d'être travaillant afin d'avoir une chance de connaître du succès. Seulement maintenant si Michael Penix va pouvoir coexister avec Kirk Cousins. Et moi, je dirais plus loin, Didier. Je Mm. pense que la progression de Michael Penix à l'an 2, c'est vraiment ça la clé du succès pour les Falcons d'Atlanta. L'année dernière, l'attaque a été 22e pour les points marqués dans la NFL seulement. Je pense qu'on a une attaque qui, potentiellement, avec des joueurs vedettes, on a une attaque qui pourrait intégrer le top 10 en termes de points marqués par match. Notre ligne à l'attaque, elle est top 10. On a une excellente ligne à l'attaque chez les Falcons, mais c'est Michael Penix, c'est le facteur X, le Michael Penix. C'est lui qui va faire foi de tout, à savoir si les Falcons vont compétitionner pour une place en éliminatoire ou non. Michael Penix, le seul petit défaut qu'on peut lui reprocher, c'est que l'année dernière, il a complété seulement 58% de ses passes. C'est vraiment pas énorme. À l'université, il en complétait plus de 65. On se dit que peut-être que la deuxième année, il va avoir de l'adaptation à la NFL dans son cas, parce que l'année dernière, 58% de ses passes complétées. Il y a seulement Anthony Richardson qui en a complété moins 47. C'est vraiment minime. Pauvre Anthony Richardson. Mais tout ça pour dire qu'on a quand même vu des flashs. Michael Penix, c'est un carrière avec un bras qui peut être très, très fort. On peut lancer dans les zones profondes. Et n'hésitez pas à lancer dans les zones profondes aussi. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que Michael Penix va pouvoir apporter à l'an 2 là, aux Falcons. Hey, justement, on a reçu une question d'un auditeur du podcast, Coach Nico, via Instagram. Et sa question est simple, hein? Croyez-vous en Michael Penix Jr.? C'est aussi simple que ça. Alors, ben, j'aime qu'est-ce que tu as dit à propos de Michael Penix, parce que là, on s'emporte avec un jeune cas à Atlanta. Il a démontré de belles choses par moment, mais il n'a pas nécessairement été constant. Moi, ce que j'ai toujours aimé de la part de Penix lorsqu'il jouait dans les rangs universitaires, c'est à quel point il est agressif. Il aime attaquer les zones profondes. J'étais très pessimiste face aux Falcons l'année dernière. Finalement, j'ai eu raison, mais là, je suis beaucoup plus optimiste à l'approche, oui, de la saison 2025. Écoute, Penix, on vient d'entendre Mathieu Bergeron parler de son éthique de travail, mais la question est de savoir, mentalement, est-ce que lui, il va être en mesure là, de ne pas être intimidé à défaut de trouver un meilleur mot par la présence de Kirk Cousins. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kirk Cousins, il fait beaucoup d'argent. C'est carrière numéro 2, le mieux payé de la NFL. Alors, ça a été difficile pour Cousins l'année dernière, mais mentalement, est-ce que Penix peut se concentrer et pas regarder par-dessus son épaule en se disant si je joue mal, peut-être qu'ils vont envoyer Kirk Cousins dans la mêlée. Alors naturellement, ça va être quelque chose qu'on va devoir surveiller tout au long de la saison des Falcons d'Atlanta. Mais en termes d'équipe, on mise sur un bon carrière réserviste en Kirk Cousins. Les Falcons ont dit que Penix est leur homme. Mais j'ai hâte de voir ça, l'aspect mental, la présence de Cousins. Est-ce que Cousins va épauler Penix? Qu'est-ce qu'on dit l'année dernière? Ils avaient une bonne relation compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont dû évoluer. Mais ça va être surveillé. Et même, est-ce que les Falcons, peut-être, ils vont se départir de Cousins durant le camp d'entraînement? Si un carrière partant tombe au combat lors des camps d'entraînement, vous pouvez être certain qu'un des premiers coups de fil que cette organisation-là va faire, ça va être à Atlanta. De l'autre côté, si on a des aspirations là, de participer aux éliminatoires du côté des Falcons, avant une blessure à Michael Penix, ce serait quand même un luxe d'avoir Kirk Cousins là, dans notre formation. Donc, c'est vraiment pour moi un couteau en deux tranchants. Puis les équipes de la NFL sont Mhm. payées pour prendre ce genre de décision-là. Parce que, écoute, si on échange Kirk Cousins, on n'obtient pas on obtient un corps arrière ou un corps arrière, un jeune corps arrière ou un jeune réserviste, ni plus ni moins. Kirk Cousins, c'est un gars qui a beaucoup de départs là, dans la NFL.
C'est peut-être pas la même game là, s'il arrive quoi que ce soit à notre corps partant, Michael Penix. Donc, j'ai hâte de voir le genre de décision qu'on pourrait prendre chez les Falcons parce que Kirk Cousins, en ce moment, c'est une méchante belle. Oui, elle coûte cher, la police d'assurance, mais quelle police d'assurance ne coûte pas cher, là? Moi, personnellement, ça coûte cher pour mon auto et ma maison. Ouais, ouais, les assurances. Ça fait toujours mal hein, lorsqu'il faut faire Ouais. les paiements, mais quand une catastrophe arrive, ben là, on se dit, ouais, On est finalement, ça content. C'est un valut peu la ça, peine. Kirk Cousins, en fait. C'est un bon. Oui, c'est vraiment ça. C'est une police d'assurance qui coûte très cher, là. Mhm. Mhm. Puis, chose certaine, par exemple, pour Michael Penix, Didier, c'est qu'on l'a entouré avec des armes incroyables. Mathieu a parlé de Bijan Robinson, à quel point il est dominant, troisième pour les verges par la course, avec plus de 1400 la saison dernière, Bijan Robinson. On a Drake London aussi, qui est devenu un peu le chouchou de Michael Penix. Là. Lorsque Michael Penix, à ses 3 derniers départs, il ciblait à outrance Drake London. Drake London, là, qui pourrait connaître une année encore exceptionnelle là, avec Michael Penix au poste de corps. On a Carl Pitts, on a quand même on est talentueux là, en attaque du côté des Falcons. Comme je l'ai dit, on a une bonne ligne à l'attaque avec Mathieu Bergeron, entre autres, la fierté de Victoriaville. Mais Oui. moi, je pense que les Falcons, là, c'est pas l'attaque le problème, c'est vraiment la défense. Ben, c'est un problème qui perdure depuis longtemps là, du côté des Falcons d'Atlanta. Notamment là, au niveau de la pression, des sacs du quart, de déranger les carrières adverses. Ça fait longtemps qu'on est toujours dans les bas-fonds de la NFL en termes de sacs du quart du côté d'Atlanta. Et puis justement, on a préparé un tableau afin d'illustrer justement ces ennuis qu'on a. Et tu le vois lors des 5 dernières saisons, 23e, 31e, 31e, avant-dernier encore une fois en 2022 au chapitre des sacs du quart, 21e en 2023. Wow. L'année dernière, Marc-André, 34 sacs. Ça a été bon pour la 27e position. Alors, fallait tout faire durant la saison morte. Ça devait être la priorité afin de régler ce problème-là une fois pour toutes du côté de l'organisation d'Atlanta. On a utilisé 2 choix de première ronde sur 2 chasseurs de quart. Jalon Walker, anciennement des Bulldogs de l'Université de Georgia, et James Pierce, un ancien volunteer de l'Université du Tennessee. La question est de savoir est-ce qu'on va pouvoir maintenant développer ces 2 joueurs qui sont talentueux. Ils ont les atouts physiques afin de devenir de bons chasseurs de cartes. Jalon Walker amène une polyvalence puisqu'il peut jouer à la position de secondeur de ligne, également en plus d'ailier défensif. Mais là, ça va être aux entraîneurs des Falcons. L'entraîneur de la ligne défensive, la pression est sur lui afin de développer ces 2 joueurs-là. Parce que combien de fois il y a des joueurs talentueux qui arrivent dans la NFL et ils ne sont pas développés. Puis on leur donne l'étiquette de flop au repêchage. Mais il y a une responsabilité envers les entraîneurs d'opposition, de développer ces joueurs-là. On va voir si on va être capable de le faire du côté des Falcons, parce qu'on a besoin d'être en mesure de générer de la pression sur les carrières adverses si on veut avoir une chance d'atteindre notre plein potentiel. Parce que tu as parlé du talent qu'il y a du côté des Falcons d'Atlanta. Le fait que la défense était mauvaise l'année dernière, moi, c'était une des raisons pour laquelle j'étais très susceptible. Je ne croyais pas que Atlanta allait nécessairement connaître une bonne saison et participer aux éliminatoires. Mais là, on a adressé ce problème-là lors du repêchage. C'est une question de développer Walker et Pierce maintenant en défense. On dirait qu'on savait c'est quoi le problème du côté des Falcons, qu'on s'en allait comme quelqu'un qui s'en va à l'épicerie acheter des chasseurs de corps, là, puis finalement décide d'aller au Costco. Il en achète 3. On a acheté James Pierce, Jalen Walker, puis on a ajouté également Leonard Floyd. J'avais un petit stats le Oui, fun c'est pour vrai, toi. vétéran de Northford, c'est vrai. J'ai une petite stats pour toi, Didier. Depuis 2019, les Falcons ont inscrit 169 sacs du corps. C'est 30 de moins que l'équipe qui est en 31e position, imagine. 30 de Depuis quoi? moins, c'est énorme. 1999? Depuis 2019, ils ont 169 OK, sacs. C'est 2019. OK, 30, oui. c'est 30 de moins que l'équipe qui est en 31e position. C'est tout simplement Ouais. incroyable. C'est tout simplement incroyable. Puis j'ai hâte de voir. On a repêché Pierce et Walker. J'ai hâte de voir parce que Ryan Morris, c'est quand même un historique là, chez les Rams. Tu te souviens avec Jared Verse et on a vraiment regarni la ligne défensive pardon, assez rapidement du côté des Rams. Ryan Morris était là. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. Je sais qu'il s'est rendu l'entraîneur-chef, il n'est pas que le coordonnateur en défense, mais quand même, il doit avoir une influence là-dessus. Je pense pas que des gars comme Pierce, on dit que c'est Pierce et Walker, c'est pas des joueurs aussi polis que les gars comme Verse, par exemple,
mais on dit que c'est des athlètes. Chose Mhm. certaine, on est allé chercher des athlètes du côté des Falcons qui peuvent vraiment créer le chaos là, sur la ligne défensive des Falcons, avec Leonard Floyd également, le Et vétéran. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. ouais, ben c'est pour ça que je te dis, c'est aux Falcons de les développer, parce que ce sont pas des produits finis, hein. Walker, comme je le disais, joue à la position de secondeur de ligne à Georgia. Il est polyvalent. James Pierce, il est talentueux, mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit on doit les développer, parce que c'est pas des produits finis. Il n'y a jamais de produits finis là, qui arrivent dans la NFL lors de leur saison recrue, là, peu importe la position des joueurs. Mais ça va être aux entraîneurs, parce que ces deux joueurs-là, ils sont talentueux. Moi, j'aime beaucoup James Pierce, notamment très rapide, très explosif au coin de la ligne. Alors, je pense vraiment que ces deux joueurs-là ont le potentiel, ont la chance de devenir des joueurs étoiles. Mais on va voir si on va les développer. Tu as mentionné le nom de Raheem Morris. J'ai des réserves face à Morris en tant qu'entraîneur-chef. Hum. Excellent coordinateur en défense. Mais il y a des entraîneurs qui sont très bons comme coordinateurs, mais ils ne sont pas capables d'avoir les mêmes succès lorsqu'ils sont entraîneurs-chefs, parce qu'il ne faut pas oublier que Ryan Morris, c'est la deuxième fois qu'il est entraîneur-chef. Il faut remonter à loin dans le temps lorsqu'il avait été entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay. Il était très jeune, écoute, il était au début de la trentaine, si je me souviens bien, lorsqu'on l'avait nommé entraîneur-chef des Bucs. Ça avait mal été, il avait été congédié. Là, l'année dernière, du côté des Falcons, ça n'a pas été facile, hein, avec Cousins qui était limité à la suite de sa blessure à un tendon d'Achille qu'il avait subi la saison précédente lorsqu'il jouait pour les Vikings du Minnesota. On a dû gérer cette controverse à la position de carrière, mais défensivement, c'était laborieux du côté des Falcons. Et le background de Morris est en défense. Alors, moi, c'est ça, j'ai hâte de voir. Le Ray Morris, mais également certaines de ses décisions en fin de match. Ça a coûté quelques victoires aux Falcons d'Atlanta, la façon Mhm. dont il avait géré la fin du quatrième quart. Ça va être des choses à surveiller en 2025 du côté d'Atlanta. Il y a un mot peut-être sur la tertiaire là, qui a vraiment déçu aussi l'année dernière. On l'avait d'ailleurs accordé plus de 400 verges, là, on se souvient, pour conclure l'année aux Panthers et aux Commanders de Washington. Les Panthers, Mhm. c'était pas une puissance là, dans, dans la NFL. On a JC Bates, on a le retour également de Marco Ellims et on a également fait l'acquisition via le repêchage de la recrue Xavier Watts. On espère là, du côté des Falcons que la tertiaire va mieux se porter en 2025. Ouais, tu sais, qu'est-ce qui peut aider la tertiaire? Si on presse le Ouais, carrière ben adverse, ça en vient à exactement. ça défensivement du côté des Falcons. C'est aussi simple que ça. Là. Je ne veux pas trop simplifier, mais si on peut générer une pression constante sur les carrières adverses, du moins le faire beaucoup mieux qu'on l'a fait lors des 5 dernières années, mais ça va aider notre tertiaire parce que tu n'es pas supposé couvrir un receveur de passe pendant 5-6 secondes. On doit se rendre aux carrières, forcer le carrière à se débarrasser du ballon plus rapidement qu'il ne le souhaite. Chez les Falcons, on tente d'atteindre des éliminatoires pour la première fois depuis 2017 et le total de victoires en ce moment est à 7,5 côté des Falcons. Si on veut accéder Hmm. aux éliminatoires, il va falloir que ce soit plus de victoires pour les Falcons que 7,5. Et moi, je crois qu'ils vont en avoir plus que 7,5, Didier. Je pense qu'on va, euh, on va tournoyer autour du 10 victoires, selon moi. 9, 10 victoires du côté des Falcons. On va être dans la course cette saison. Ah, moi, je vais y aller oui, au-dessus de 7 victoires et demie pour les Falcons d'Atlanta. L'over-under par les preneurs au livre a été établi à 7 victoires et demie. Écoute, ça va être plus que ça. Là. Je vais faire confiance aux Falcons. L'année dernière, j'avais aucune confiance en cette équipe. Cette année, je me dis qu'on a adressé nos problèmes durant la saison morte. Mais tout repose sur Raheem Morris pour moi. Tout repose sur lui, parce qu'il doit encore me prouver qu'il est en mesure d'être un bon entraîneur-chef du côté de la NFL. Mhm. Toi, tu vas pour plus de 7 victoires et demie également? Exactement, exactement. On tourne autour du 9-10 selon moi et j'aimerais pas être les Falcons. Je sais pas si on a vu ceux qui nous regardent là, sur YouTube, on a vu la petite note là, qui reste quoi, 117 millions à payer à Kirk Cousins en contrat. C'est le genre de note de bas de page que les Falcons veulent pas voir. Ne lisent pas là, dans un roman. Euh, mais tu parlais de mieux terminer les matchs. Tu parlais c'est ça, Ryan Morris, les décisions. La saison dernière, on a 7 défaites en 8 matchs pour conclure la saison du côté des Falcons et Hmm. 4 défaites en 5 matchs pour conclure la saison 2023. Donc, peut-être mieux terminer les saisons régulières. Si on veut Ça accéder aiderait. aux éliminatoires, là, ça va aider absolument.
Oui, définitivement. Écoute, on a reçu une question via Instagram de William Joseph concernant les Falcons d'Atlanta. C'est simple. Il nous demande est-ce que les Falcons vont gagner la division? Il croit que c'est la meilleure équipe au sein de la section sud de la NFC. Je dirais qu'en compagnie des Buccaneers de Tampa Bay, ce sont les deux équipes les plus talentueuses de la division. Pour moi, je continue d'y aller avec les Bucks, Todd Bowles, Baker Mayfield. Ils demeurent la meilleure équipe de la division malgré la blessure à Tristan Wirfs. Toi, de ton côté, est-ce que tu crois que les Falcons vont terminer au premier rang de la division, Marc-André? Je crois que ça va être les Buccaneers aussi parce qu'on va en reparler plus tard. On est vraiment dans la continuité du côté des Buccaneers et c'est étrange, c'est quand même 2 équipes qui se ressemblent dans le sens qu'on a une attaque explosive puis qu'on a des points d'interrogation en défense. C'est-à-dire en tout cas, on va en reparler tout à l'heure, mais la défense des Buccaneers a connu quand même des ratés l'année dernière, mais je pense qu'au final, la continuité, on a perdu Liam Cohen, mais on a vraiment, promu à l'interne Josh Grizzard. Je pense que du côté des Buccaneers, je pense que les Falcons vont finir deuxième. Ils vont lutter là, pour une place comme équipe repêchée dans l'association nationale. Ouais, tu as mentionné la mauvaise fin de saison des Falcons. À un certain moment donné, souviens-toi, ils étaient au premier rang de la division, puis on se disait, bon, ben ça y est, ils vont terminer en première position, puisqu'ils venaient de vaincre les Buccaneers de Tampa Bay. Les Buccaneers, il y avait des blessés. Mike Evans avait subi une élongation musculaire aux ischio-jambiers, puis Tampa Bay est en mesure de coiffer à la toute fin les Falcons. Alors, si les Falcons peuvent terminer la saison régulière en force, en théorie, ben, ils devraient terminer au premier rang, mais je vais mettre mon argent sur les Buccaneers de Tampa Bay, mais je ne serais pas surpris si Atlanta termine en tête de la division. Maintenant, ça a l'air de quoi du côté des Falcons en termes de fantasy football, Marc-André? Qu'est-ce que tu vas surveiller? Qu'est-ce qui est à surveiller pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et puis ils ont l'intention de repêcher des joueurs des Falcons? On va parler d'abord de Michael Penix, mais d'un œil au niveau fantasy. L'année dernière, en 3 départs, moyenne de 15 points fantasy par match. Ça aurait été bon sur une saison complète pour le quart numéro 23 au niveau fantasy. Donc, c'est pas hyper payant. C'est sûr qu'un pari sur Michael Penix en ce moment, c'est un pari sur sa progression, sur une ascension fantasy. Je sais que les éléments autour de lui sont solides. C'est le meilleur argument qu'on a en ce moment au niveau pour Michael Penix en disant les éléments autour de lui sont si bons. Je parlais de Kyle Pitts, je parlais de Drake London, je parlais de Bijan. Darnell Mooney, c'est un joueur que j'aime bien aussi dans les Mais rondes tu mets-tu tardives de Carl vos Pitts? Carl Pitts, on peut arrêter de dire qu'il est bon? OK, j'arrête. Est-ce qu'on peut arrêter de On- dire ah, ça? On a de Carl Guillaume, Pitts. met un tone là, quand je vais dire Kyle Pitts pour l'enregistrement, pour pas qu'on parle de lui. Non, sérieusement, Mais tu- l'année. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, non, ben je veux dire, il y avait tellement d'attentes hein, Mhm. envers Carl Pitts lorsqu'on l'a repêché, puis il n'a pas répondu aux attentes. Finalement, il est un joueur hybride, c'est pas vraiment un ailier rapproché, c'est pas vraiment un receveur de passe, imposant physiquement, mais il ne bloque pas. Alors, ça, c'est un problème. Le fait qu'il n'est pas capable de bloquer, ben, les équipes se sont dit, ben, c'est quoi, on va juste le traiter comme un receveur de passe. Mais il n'est pas assez rapide, explosif, tu sais, pour être productif comme receveur de passe. Donc, finalement, Carl Pitts, c'est pas un ailier rapproché, c'est juste un gros receveur de passe. Moi, j'ai complètement lancé la serviette dans son cas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai plus d'attente envers l'ancien choix de première ronde d'Atlanta. Il est encore jeune, c'est ça le meilleur argument pour Kyle Pitts, mais moi aussi, j'attends de voir. J'aimerais ça qu'il colle 2, 3, 4 bons matchs avant de rembarquer dans le train de Kyle Pitts, mais je pense pas que ça va arriver. C'est ça le problème. Non, non, non. Moi, je t'ai dit, j'ai lancé la serviette. Je n'ai jamais rembarqué sur le train, sur le bandwagon de Carl Pitts. Mais je vous souhaite de se replacer, d'atteindre son Mhm. potentiel. Mais moi, c'est terminé, Carl Pitts. Surtout en termes de fantasy football, non, non, c'est terminé. Et je parlais de zone profonde tout à l'heure pour conclure avec Michael Penix. Septième dans la NFL l'année dernière pour le ratio de passes dans les zones profondes. Donc ça peut être un aspect intéressant pour des gars comme Darnell Mooney, des marchands de vitesse qu'on peut voir Mhm. Drake London. Donc bref, Michael Penix en ce moment est complètement gratuit dans vos repêchages fantasy. C'est le genre de quart et ça va être un peu la tendance là, dans cette division-là. C'est un quart que vous pouvez mettre sur votre banc en fin de repêchage, de lancer vraiment un billet de loterie dans les airs, puis voir un peu comment que le début de saison des Falcons se passe pour Michael Penix. Mais ce ne sera pas un joueur, d'impact fantasy du mois en début de saison. B. John Robinson, il est classé Ah, en tant que ça, c'est un porteur joueur de d'impact. ballon numéro un.
partout en termes de fantasy football. Alors toi, de ton côté, là, tu l'as aussi classé numéro un. On l'a vu la semaine dernière avec Gilles. Gilles aussi avait Bijan Robinson. Alors c'est le choix unanime à la position de porteur de ballon, le choix unanime à la position numéro un. Il a été impliqué dans 30% des jeux en attaque des Falcons l'année dernière. Didier, c'est tout simplement hallucinant. C'est le deuxième plus haut ratio dans la NFL derrière Saquon Barkley, qui lui est à 34 du côté des Eagles. Porteur de ballon numéro 3 l'année dernière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a un peu. Ça a commencé tranquillement du côté de Bijan Robinson. On voyait beaucoup de Tyler Algier, bref. Mais à partir de la semaine numéro 6, de la semaine numéro 6 à la semaine numéro 18, le porteur de ballon numéro 1 au total dans la NFL. Et c'est ça que les gens dans les cercles fantasy croient que ça va se poursuivre. Donc, c'est pour ça qu'il est le porte-ballon numéro 1 avec plus de 24 opportunités et 120 verges par match. Ça, c'est un. Quand on parle de plancher, là, ça, si vous avez 24 opportunités et 120 verges par match en moyenne, ça, c'est un plancher. Imaginez le plafond ensuite. Il pourrait être, Hmm. écoute, Et c'est 12 une points. Tu parles de un 12 points plafond fantasy. cathédrale. Ouais. Oui. Oui, absolument. Écoute, la seule chose qui pourrait dérouter, je pense, Bijan Robinson en termes de production pour le fantasy football, c'est une blessure. Là. Il est tellement talentueux. Puis là, on l'utilise de la bonne façon finalement du côté des Falcons. C'est très prometteur. Là. J'ai vraiment hâte de voir ça en termes de fantasy football. Là. Maintenant, Drake London, tu l'as dit, il a connu une bonne saison. La chimie était instantanée avec Penix lorsque Penix est devenu le carrière partant. Puis tu crois que ça va se poursuivre cette année? En 3 matchs avec Michael Penix, Didier, regarde bien ça. Il a été ciblé 45% du temps sur les premières lectures de Michael Penix. Donc, c'était lui et rien d'autre. Ciblé 6 fois sur les 8 passes de Michael Penix dans la zone début, dans la zone payante. Également, il a capté 15 des 32 ballons pour un premier jeu des Falcons avec Michael Penix au poste de quart. C'est la moitié, grosso modo. C'est tout simplement des statistiques hallucinantes encore là. 117 verges par match avec Michael Penix, 23 points fantasy. Je suis conscient qu'on va s'en attendre du côté des équipes adverses. On va sûrement surveiller adéquatement Drake London, mais quand même, si c'est ce genre de production qui nous attend avec Drake London, il devrait connaître une saison tout simplement époustouflante au niveau fantasy.